an embryo, a gefret ket mise en prisonnier. On va regarder da Pascal Capito, tout à mort, et de la catonville, d'Alsis les Neges Breise, Iriam, au Scrivanerium, dans une chaîne faite comme ça. Ja, en français après. Ja. Scrivanerium à Vreise, que embryo en Orient, que les Brouwer en Orient, enfin les Brouwer en Orient. Donc voilà, Michel Pélidy qui était là au nom de Anglo-Bretagne, qui organise différents événements durant les désirs. Donc le but de cette petite intervention, c'est de vous faire découvrir des auteurs peut-être pas connus de tous. Pierre Jacques Elias, c'est quelqu'un que vous avez connu dans les années 70-80, finalement peut-être moins connu maintenant, oublié. Et d'autres auteurs qui sont très connus des Bretonnants, peut-être moins des non-Bretonnants, malgré les traductions en française en langue étrangère. Et puis particulièrement un auteur qui est même relativement peu connu, même parmi les Bretonnants, qui est un auteur du Trégor. Donc, pourquoi ce choix? Plus fort? Le nom, parce que je n'ai pas entendu la question. Alors, Ernest, je vais répéter après. Oui, donc, je me présente, je suis Pascal Flabuto. Je m'intéresse depuis longtemps à la littérature de langue bretonne et à la littérature de Bretagne en général. J'ai exercé comme enseignant dans les collèges et lycées bilingues. J'écris aussi de temps en temps en langue bretonne. Donc, depuis quelque temps, je me suis aperçu que beaucoup de jeunes et de moins jeunes connaissaient peu de choses sur la culture bretonne, et comme moi je suis intéressé par la littérature, je me suis dit qu'il était peut-être temps, avec d'autres, je ne suis pas le seul à le faire, à sensibiliser les gens qui étaient intéressés à notre langue bretonne, de connaître un peu mieux la culture. On vit une période un petit peu de changement en ce moment en Bretagne. En breton, on a deux mots pour dire débretoniser. On a Divraisonnécat et Divraiseka. Divraisonnécat, ça veut dire perdre la langue bretonne. Divraiseka, ça veut dire perdre la notion d'être breton. En français, on ne fait pas la différence. On les bretonise, que ce soit pour la langue ou pour l'identité. Je pense qu'en ce moment, il y a une bascule de génération qui fait que si à une époque, les gens étaient débretonisés en termes de langue, mais avaient encore une bonne connaissance de ce qu'était la Bretagne, sa culture et sa spécificité, on voit arriver maintenant de jeunes générations qui non seulement ne connaissent pas la langue, mais qui n'ont aucune conscience de ce qu'est la Bretagne, son histoire et sa spécificité. Donc il y a un travail, à mon avis, à mener, et qui est important, puisque c'est là-dessus qu'on pourra baser, entre autres, une relance de la pratique de la langue parmi les plus jeunes. Et une langue est, de toute façon, comment dire en breton, stag, liée à une culture, l'un ne va pas sans l'autre. Donc parler de culture bretonne en mettant de côté la langue bretonne, ça me paraît très difficile. Pour autant, tout le monde ne parle pas breton. Je crois qu'ici dans la salle, la majorité ne parle pas breton. Donc il est important malgré tout, sans vous traduire toujours ce que je vais vous faire entendre, de vous faire entendre la musique de la langue, et aussi de vous donner un petit aspect de tout ce qui a pu se faire en langue bretonne, et ce qui se fait encore en langue bretonne, depuis maintenant, à minima, 150 ans. Donc on va commencer avec un auteur qui est né en 1888, et on finira avec un auteur qui est mort en 1994 ou 95. On va couvrir, grosso modo, un siècle de littérature bretonne. J'ai fait un choix d'auteur qui est motivé par différentes raisons. Xavier Graal est un auteur de langue française. Pourtant, c'est par bien des égards un auteur éminemment breton. Ceux qui ont eu l'occasion et la chance de lire ses poèmes ou ses textes ont compris à quel point il était attaché à la Bretagne et à son identité bretonne. Bien qu'il ait finalement relativement peu de connaissances en langue bretonne, bien qu'il soit dans Division, sa famille soit quand même, son père était tanneur si je me rappelle bien. Notaire. Donc il avait quand même un ancrage dans la population locale, puisqu'un notaire par définition est au contact de la population, même de la population bretonne. Van der Kalor, c'est l'Arvor, c'est le pays vanté aussi. Souvent on oublie, même parmi les Bretonnants, une culture et une littérature très riche existent en Vanté.
On a souvent mis en avant les auteurs du Léon, de Cornouailles, du Trégor, et le Vanté bien souvent est oublié. Alors qu'on a d'éminents auteurs, et Jan Bercalor, évidemment, je l'ai choisi parce qu'il est connu, il devrait être en face, mais on a Loé Zérieux, on a énormément de gens qui savaient de l'anglais. Daniel est là, il pourrait m'en citer bien d'autres, il connaît le sujet bien mieux que moi, mais cette littérature de langue vantaise, on a tendance à l'oublier un petit peu. Donc il est important aussi de la mettre en avant avec un auteur dont on a fêté, il y a 2 ans, le centenaire de la mort. Angela Duval, pourquoi choisir Angela Duval? Parce qu'elle est connue du plus grand public. Vous avez à Hennebont une école, enfin encore pas si longtemps, une école qui s'appelle l'école Angela Duval, beaucoup de rues Angela Duval à droite à gauche. Nolwenn Leroy elle-même a chanté quelques poèmes de Angela Duval, donc bien que ce soit une poétesse qui n'a jamais écrit en langue française, toujours en langue bretonne, elle aussi éminemment attachée à son identité bretonne et à sa langue, et aussi, on en parlera, à sa religion. N'en reste pas moins quelqu'un qui est connu du grand public, même s'il n'est pas breton. Père Jacques Ezélias, on est sur l'Arvor. Bon, lui, évidemment, le cheval d'orgueil, j'en parlerai. L'auteur peut-être le plus connu, même encore aujourd'hui, parmi les auteurs de langue bretonne et de langue française, puisqu'il a aussi écrit en langue française, et pas seulement des traductions de ses écrits en breton. J'ai choisi donc aussi, j'ai un petit trou de mémoire, Angela Duval, Xavier Graal, Jan Bercalor, Ernest Farbarzik. Oui, Ernest Farbarzik le dernier. Ernest Farbarzik, il est peu connu, et pourtant il écrit des textes, dont un recueil de nouvelles qui a été édité déjà il y a 88, il fait 30 ans, avec un certain nombre de nouvelles qui sont absolument magnifiques, dont une que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Mina, dont je vous lirai des extraits, et qui raconte l'histoire d'amour d'un prisonnier français en Allemagne pendant la guerre avec une jeune Allemande. Donc c'est très très, pour les Bretonnants, c'est quelque chose de très très beau. Donc on a à la fois des auteurs de l'Argoat, Trégorois, Angela Duval, Ernest Farbarzik, des auteurs de l'Arvor, Père Jacques Ezélias, Jan Bercalor, Cornouailles et Vanté, un auteur de langue française, Xavier Graal. Donc c'est une représentation, je dirais, linguistique et géographique harmonieuse, à mon avis, de la Bretagne, des époques différentes, qui se déclinent de la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e, et puis aussi des sensibilités différentes. Des gens qui sont plutôt du monde laïque, Jacques Ezélias, Ernest Farbarzik, et des gens qui sont attachés à une certaine forme de religion, comme Angela Duval, Jan Bercalor bien sûr, et Xavier Graal, qui sans être un homme de religion, si je peux dire, avait une spiritualité qui était extrêmement forte. Dans ses écrits, on ressent beaucoup. Donc, voilà. Y a-t-il des questions avant que j'aille plus loin? Ou je commence plutôt à l'exposer? Donc, je lirai des textes en breton, soit j'en lirai la traduction en langue française, soit j'en ferai un petit résumé avant la lecture ou juste après la lecture. N'hésitez pas à me poser des questions après chaque intervention sur tel ou tel auteur, pour avoir des précisions. Donc nous allons commencer par Jan Bercalor. Alors Jan Bercalor, il a relativement peu écrit finalement. Il a un recueil de poèmes. Il a fait d'autres textes, souvent en langue française, mais en breton finalement on le connaît principalement avec Arundel. Recueil de textes qui avait été confié à un ami au moment où il est parti faire la guerre de 14-18. Et c'est seulement après son décès que ces textes ont été publiés. L'édition que j'ai entre les mains, c'est l'édition qui avait été faite par Kinzar, si je me rappelle bien. Ça date des années 85, 84, 85. Une nouvelle édition a été faite entièrement en langue bretonne, excusez pour les francophones, qui a été faite par Aber récemment, qui a l'intérêt pour les Bretons de reprendre la totalité des textes qui ont été faits, qui ont été écrits sur Arundel, avec une nouvelle écriture, une nouvelle transcription des textes. C'est plus pour les spécialistes, mais c'est bon à savoir que ce sont encore des textes qui sont d'actualité. Donc avant de lire les textes même les poèmes de Jan Bercalor, j'aimerais attirer votre attention sur, et si vous avez l'occasion de la lire, lisez-la, l'avant-propos qui avait été fait cette édition par Gilles Servat. Gilles Servat à l'époque ne parlait pas breton. Il a lu ces textes dans la traduction en langue française. Et voilà ce qu'il en dit. Je lisais Arundel sidéré,
transpercé, agenouillé moi-même. Et sa lumière de plus en plus vive m'investit, se mêla dans mes veines à mon sang, illumina mes pensées, m'enveloppa pour ne plus jamais me quitter. Cette seconde certitude qui transforma toute ma vie était celle de la beauté du breton et sa capacité à tout traduire, tout exprimer. Intimisme, cosmos, lyrisme, épopée. À cette langue que je ne connaissais pas, je trouvais une douceur sauvage, un souffle achéen, référence à l'Iliade, l'Odyssée. Une jeunesse venue des âges mystiques. Non, cette langue, je ne la connaissais pas encore, mais je savais qu'elle se mourait dans l'injustice. C'est pas tout à fait faux encore. Et chaque poème de Jan Berkelor me donnait la chair de poule, mes cheveux se dressaient. L'émotion me bouleversait, me serrait la gorge, en même temps que rage et révolte. Le livre achevé, j'étais décidé, j'apprendrai le breton, je le parlerai, l'écrirai, le chanterai. Tout mon possible, je le ferai pour qu'une langue capable d'exprimer une poésie, cette poésie ne meure jamais. Donc Gilles Servat, il tombe à genoux à Arendelin lui-même, il le dit d'ailleurs au début de son introduction, en lisant ses poèmes, avec évidemment la trahison de la traduction. Donc je vais vous lire dans un premier temps le premier poème de Arendelin, pas en entier, rassurez-vous, ce serait trop long, qui s'appelle lui-même Arendelin. Pesere o niaul de Seivel, tu me pardonneras Daniel, je ne suis pas breton inventé, donc je fais de mon mieux. Je serai plus à l'aise en Trégor quand même. Arendelin. Brasset luinei en em deuler Arendelin. Dira gargelau daidare, nagur blijadur dispar peding et douster arbeure. Arendelin. Clor en angelus et sona, Arendelin. Erbelek et offerena, Arendelin. Pebunan yvon di labour, gounidek, morer, micheraur, Arendelin. Ou l'air groyance, veul erweur, erbach, et beurré et vué, Arendelin. En dus venet stoing ewe Arendelin. Ô Jésus, chelevet d'orton, digoret franc d'orocalon, de beden beur erbar breton, Arendelin. Quand le soleil se lève à peine, à genoux, quelle grande joie de se jeter à genoux. Devant la lumière revenue, quelle allégresse incomparable, c'est de prier dans la douceur du matin, à genoux. La cloche de l'Angélus sonne, à genoux. Le prêtre dit la messe, à genoux. Chacun en se rendant à son travail, journalier, matelot, ouvrier, toute la création loue son Créateur, à genoux. Le poète au matin de sa vie, à genoux, a voulu se prosterner aussi, à genoux. Ô Jésus, écoute-les. Ouvrez toute large, la porte de votre cœur à la pauvre prière du barde breton, à genoux. Donc là, tout est écrit. Le poète, la foi, et puis aussi l'humilité que Jan Berkelor aura toute sa vie devant Dieu, au point d'accepter naturellement une chose qui pour lui aura été très dure, c'est de ne jamais pouvoir devenir prêtre. Puisque Jan Berkelor était l'île de Roi, il était au séminaire de Sainte-Anne-d'Auray, et puis pour des raisons d'une maladie qui courait un peu dans sa famille, l'épilepsie, à l'époque l'épilepsie était plus ou moins associée à des choses un peu diaboliques, on était un peu là-dedans, donc il n'est pas possible qu'un prêtre puisse éventuellement avoir des crises d'épilepsie, c'était inenvisageable. Donc pour des raisons de santé, on lui a refusé l'accès à la prêtrise, et ça a été le drame de sa vie. Toute sa vie, en vérité, il a été un prêtre non officiel, si je puis dire, non titularisé, comme on dirait maintenant. Voilà. Et tous ses écrits respirent ce drame qui a été pour sa vie de ne pas pouvoir être prêtre. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers poèmes, il en parlera. Et le poème dans lequel il en parle le plus, c'est Fiat, où là il dit « Puisque vous n'avez pas voulu, Seigneur, que je devienne un des membres de votre Église, il cite toutes les raisons, puisque, et à la fin il dit que votre volonté soit faite. » Il accepte, alors que c'est un drame. Il accepte jusqu'à l'inacceptable pour lui, la possibilité de ne pas réaliser son rêve. Donc il va partir à Paris, il va faire des tas de choses, il va écrire des choses sublimes, puisque la poésie, c'est bien souvent l'expression de drame.
l'expression, comme on dit en breton, glahar, au plus que le cafard, madame. Des vrais drames de vie qu'on arrive à évacuer grâce à l'écriture. Et ça, tous les grands poètes, malheureusement, ont souvent été des poètes malheureux, en amour, dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, ou touchés par la maladie. Pensez à d'autres, Xavier Graal par exemple, est un exemple, on le verra tout à l'heure. Et Jan Berkelor est vraiment dans ce domaine-là. Et il va accepter, il va accueillir la guerre comme une espèce de possibilité de donner un sens à sa vie, et aussi, probablement, parce que comme il était très chrétien, le suicide était évidemment pas envisageable, donc de mettre sa vie en danger et de peut-être obtenir la mort qu'il ne pouvait pas se donner lui-même. Ah oui, Jan Berkelor, on est sur des choses extrêmement belles et à la fois extrêmement tristes. Et pourtant, on a aussi des poèmes qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus rattachés à la vie quotidienne. On va passer donc la guerre de la mort, que je vous ferai en finale. Et rassurez-vous, on verra des choses plus dures. Avec d'autres auteurs. La guerre, on vaut mieux la faire en finale. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à sa Bretagne, à l'île de Groix bien sûr, mais la Bretagne et la langue bretonne. C'est une caractéristique de tous les auteurs que j'ai choisis, bien évidemment, c'est que quelle que soit la forme de l'attachement à la Bretagne et à la langue bretonne, cet attachement est réel. Et donc il a un poème, Jan Berkelor, où il parle de son attachement à la Bretagne. Me halon zo ebrer rizel, mon cœur est en Basse-Bretagne. Me halon zo ebrer rizel, ne vern men ma hoffman, me hoff schir, et non, pepezel. Troande, troandos et harman, me halon zo ebrer rizel, me halon net chedamant. Mon cœur est en Basse-Bretagne, n'importe où, et se corsit. Mon corps dans chaque membre est lassé. Tout le jour, toute la nuit, je crie, mon cœur est en Basse-Bretagne. Mon cœur n'est pas ici. Ça date de l'époque où il était à Paris. Il a été dans différents endroits, à Paris, dans le nord de la France, répétiteur dans des établissements scolaires de différents endroits. En Normandie aussi, je crois, je suis très sûr. Mais il explique son exil. Hein. Amant et teil ergervras, et cresca blin erboin. Poignot peur d'ivroet, dévorante me speret. Me halon azodusé adruse anticaret. L'air m'a uvrière et peur, talent nord goût de queen. Ici, en breton, les sens des mots n'ont pas toujours la même, les mots n'ont pas toujours la même force. Tel en breton n'est pas aussi fort que le mot que je l'ai utilisé, ou du moins qu'il l'a utilisé, puisque c'est lui qui a traduit ces poèmes, qu'il l'a utilisé en français. Ici, sur le fumier de la grande ville, croît la fleur de l'angoisse. Pas gai, hein. Les angoisses du pauvre en exil me rongent l'esprit. Mon cœur est là-bas sur le seuil de la maison aimée, à Groix donc, où l'on rêve en paix après souper près de la porte. Donc, c'est aussi l'époque où les Bretons partent de la Bretagne, vont à Paris ou à Havre ou ailleurs. Donc on est vraiment dans la période peut-être la plus forte de l'émigration bretonne et du départ des Bretons vers d'autres horizons. Donc son cœur est en Basse-Bretagne, clairement, mais enfin plutôt son corps est en bas, son corps est ailleurs, mais son cœur reste en Bretagne. Alors la mort, bah oui, il faut en parler, hein, pas gai, mais la mort c'est quelque chose qui obsède Jan Berkelor. La sienne sûrement, et puis aussi la notion même de la mort. Donc il écrit un joli poème, et oui, malgré tout ça reste un joli poème, Crolland del Maro, la danse des feuilles mortes. Il y a un autre auteur d'ailleurs, Vanté, Loïs Herrieux, c'est un nom que vous connaissez, écrira quelque chose de très semblable, hein, avec l'idée des feuilles qui descendent, qui dansent, et ça reprend aussi des poèmes en langue française qui ont repris un petit peu cette image. Et Nahuel Drummond, Agariler Stlage, à Jens Klaus et Né, Erhuet, Endel Kejmeij, et réclame à Godouk, Biken, Nende Gualchet. Le vent passe et après lui entraîne dans l'air froid comme glace l'oiseau. Dans le bois, les feuilles pêle-mêle, la rafale qui les porte jamais n'est satisfaite. Crolette, 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 treuamouette, perkerdel, crolette, danser, danser des rondes insensées, pauvres feuilles, danser. Donc l'idée de la feuille qui se détache, qui tombe, comme la vie de l'homme qui passe, et puis aussi la renaissance qui s'annonce, puisqu'au prochain printemps, d'autres feuilles vont prendre la place des feuilles qui sont tombées. Alors, le texte peut-être, pour moi, un des textes les plus beaux qui a écrit Jan Berkelor, et on va
je vais terminer là-dessus pour Jan Bercalo, c'est Guerzenarmar. Alors, il faut savoir qu'en breton, dès le moyen breton, c'est-à-dire le breton qui était parlé entre le XIe siècle, enfin écrit plutôt, parce qu'on ne sait pas trop comment il était parlé à l'époque, en tout cas écrit entre le XIe siècle et le milieu du XVIIe, on a constamment des textes qui font référence, des réflexions philosophiques sur la mort. On a un texte magnifique en moyen breton qui est le miroir de la mort. Mais les Orarmar en breton. C'est un texte avec des rimes internes très travaillées, à tel point qu'on se demande qui a pu lire ce genre de texte à l'époque. Ça s'adressait à une élite, ce qui prouve bien quand même qu'il y avait une élite en Bretagne, de gens instruits qui savaient lire le breton, et pas simplement des choses simples, mais des choses extrêmement fouillées et compliquées. Donc il y avait un public pour ce genre de texte, et ce n'était pas seulement des paysans qui parlaient breton tous les jours dans leur ferme. Donc, il y avait une classe sociale qui était bretonnante et qui était très tard en Bretagne. Je ferme la parenthèse. Donc d'ailleurs, il met, Jan Bercalo met en préface à son poème un extrait de Buez Mabden, qui est un texte breton du Moyen-Âge, qui parle justement de la notion de mort et de la vie de l'homme et de sa destinée. Ne rend meid uenadain, l'air armare, mara. Pawen bihan mer spurmentel un dragare, ne gredenchep nom et heleden garuel. A vraiment rannemus, nannemus de vervel. Je vais traduire en français, vous allez voir. Non, mais... Je ne fais que soupirer après la mort. La mort. Quand j'étais petit, son aspect me semblait terrible. Je ne pensais pas, non, que quelqu'un pût l'appeler. Et maintenant, j'ai envie, j'ai faim de mourir. Et on va plus loin, ce n'est pas fini. À bout, mais la traduction française trahit. Honnêtement, le texte en breton est sublime. Vraiment sublime. Moi, je ne peux pas le lire sans avoir la gorge qui me serre, quoi. Carrément. Quoi. Vous le sentez d'ailleurs. Parce que c'est très beau. Ah, bout de marais des d'entrouer truetet douar puner. Breina didrouz en teweldet, pel d'orener. Bout de maromik. Uremad adous, urekaret. Jouer et la kezem chalon peur, egem speret. Oh, être écrasé sous 6 pieds de terre lourde. Pourrir silencieusement dans les ténèbres loin de l'air. Être mort et bien mort. Bon et doux rêve. Rêve aimé. Tu mets joie en mon pauvre cœur et dans mon esprit. Et ça dure 7 ou 8 pages. 7 ou 8 pages. Mais 7 ou 8 pages qui vous arrachent les larmes, quoi, quand vous lisez un texte original. Clairement. J'ai des bretonnants à la salle que je connais. Je pense qu'ils peuvent corroborer mes dires. C'est très très beau. C'est magnifique. Avec quel âge quand il écrivait ça? Il est mort en 17, il est né en 1894, donc il a été entre 20 et 30 ans à peu près. Oui, ça ne peut pas inciter les gens à... Mais c'est aussi l'écrit du poète. Ça ne traduit pas automatiquement le ressenti de l'homme. Et là, on va maintenant peut-être toucher l'homme de plus près. Parce qu'il part en guerre. En 14, il est considéré comme n'étant pas à tout service, toujours pour son problème de santé. En 15, après les massacres de la Marne et puis les premières pertes très lourdes dans les tranchées, on prend tout le monde. Tous ceux qui n'étaient pas bons en août 14, aux alentours de juin-juillet 15, ben, ils commencent à devenir bons au service, hein, parce qu'il faut des mecs, il faut des gars envoyés à la boucherie, il n'y a pas d'autre mot. Du moment qu'il y a du monde dans les tranchées, on est content. Donc il réussit à se faire mettre apte. Donc en 1915, il va partir au front. Et il écrit un poème, le poème qui va le rendre célèbre, Arguedour. Voilà, le veilleur sur la tranchée. Carternos er le quart de nuit aux tranchées. Je lis juste le début. En tiweldet puner et deus ardrodain. Ar ledandet ar land liuennos em lede. Ameg leuas orwerch ar arlin et pédin. O pédin pardon, erhadour peguer goulou ende. Les ténèbres pesantes s'épaississent autour de moi. Sur l'étendue de la plaine, la couleur de la nuit s'épandait. Et j'entendis une voix qui priait sur la tranchée. Oh, la prière du soldat contemple la lumière du jour. Et tout ce poème explique comment lui, il est le menhir breton,
qui est là, à la première ligne, sur lesquelles les vagues germaniques vont s'écraser, vont se briser. Il défend toute la France, toute sa beauté, contre la sauvagerie allemande. Ce qui fait un peu sourire quand même, quand on connaît la richesse de la culture allemande. Vous savez qu'il n'y a peut-être pas que de la sauvagerie de l'autre côté non plus, il y en a un peu des deux côtés. Mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, ce poème va le rendre célèbre, parce qu'il va être publié en français, après sa mort. Et donc là, on a quelqu'un qui est prêt à sauter sur la tranchée avec sa hache, tel un guerrier viking ou un guerrier celte de l'ancien temps. Et pourtant, le quotidien qu'il vit, c'est le quotidien des tranchées. Et on finira avec la dernière carte postale qu'il va envoyer quelques jours avant sa mort. Et vraiment, là, on touche vraiment l'homme. Au-delà des poèmes sur la mort, au-delà de son attachement à la religion, au-delà de tout ce qu'il a pu écrire sur la guerre, qui est une chose magnifique, il écrira « La guerre fait du bien aux Bretons ». Grâce à la guerre, les Bretons redeviennent des vrais hommes, comme les Chouans, ou comme les guerriers de la croisade. Mais en même temps, Pâques 1917, il envoie à un ami une carte postale. Il va l'envoyer à Iwan Le Guiberdère, qui est aussi un écrivain, chercheur breton très connu. Je vais la lire en entier en bretonne et je la relirai en entier en français. Er ze hun gwahan me spasset der Brisel, er ze hun santelman he. Nati natwen, en dan een amzorken kri. Ekor kriugener, a me skousket unner a chwach, gewoon bedi hunet der yender. Olen arme goloeda her, schuer hom der mar. Pegours et teve war buema. Skriveran dor zo l'arwet, a gwer ar melodier a bar, ken puy ar blau. Marse e heus duon pel o ken pel, keriev, a tier, a gweled, a man e ouiam chut, ne jonjam chemui. Trugere doe, ner on eus a tao de nem splejal, a de c'hoachet a ran trueger. Kenavo iwan, louz e ar brezel, chetu, e nainiz o e pen on niveren, a garan kehe komz a idon, e pen don chuer, a neus rechpontet der e oam freu, peta faute der, bichkouer ne veganem. Dimanche de Pâques 1917, la semaine la plus dure que j'ai passée à la guerre est cette semaine sainte. Excusez-moi. J'aurais peut-être du mal à le dire en français. Ni maison ni toit sous un temps si rude. Au cours de 60 heures, j'étais soldat aussi, hein, ça me touche beaucoup. J'ai dormi 1 heure et encore nous avons été réveillés par le froid. Toute l'armée couverte de neige. Tu pourrais lire oui. Il faut que je reprenne un peu les esprits. J'ai une lentille, mais il faut peut-être par-dessus en plus. Ah, t'es comme moi alors. Oh. Je vais te demander un peu ton aide 2 secondes, s'il te plaît. Oui. Lire le texte en français. Ah, d'accord. Voilà, merci. Bon. J'ai de la lumière, sinon je peux rien. Je profite de ta présence. Dimanche de Pâques 1917, la semaine la plus dure que j'ai passée à la guerre est cette semaine sainte. Ni maison ni toit, sous un temps si rude. Au cours de 60 heures, j'ai dormi 1 heure. Et encore, nous avons été réveillés par le froid toute l'année, couverts de neige. Nous sommes fatigués à en mourir. Quand finira cette vie? Je vous écris du fond d'un bois, sur lequel tombent les obus serrés comme pluie. Peut-être y a-t-il là-bas, loin, oh si loin, des villages, des foyers. Ici, nous ne le savons pas. Nous ne pensons plus. Dieu merci, nous avons toujours la force de nous traîner et de rire de notre misère. Au revoir, Yves. La guerre est laide, voyez-vous. Celui qui commande notre régiment et qui devrait intercéder pour nous quand nous sommes là, a répondu hier que nous étions frais. Que voulez-vous? Il n'est jamais avec nous. De cœur, Yann. Je te remercie de ton aide. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui, là, touche vraiment la réalité de la vie. Il l'avait déjà connu avant. Donc entre les écrits et puis la réalité, il y a toujours une frontière. Le poète et l'écrivain n'est jamais tout à fait ce qu'il est au quotidien dans ses écrits. Il exprime souvent des choses qu'il ne saura pas vivre lui-même. On le sait tous. Donc là, on a vraiment, je pense, à travers les quelques poèmes que j'ai pu citer, très rapidement, parce qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits sur Jan Berkelor, des études qui ont été faites, des gens bien plus, comment dirais-je, connaisseurs du sujet que moi, qui se sont exprimés, qui ont écrit sur Jan Berkelor. Mais s'il y a un poète, puisqu'on habite dans le pays de Vannes, enfin dans le Vantais, comme on dit en breton, à Genève, qui
qui mérite d'être lu et d'être découvert, même par les non-bretonnants, malgré les sujets qui sont, je dis, je l'admets, pas toujours très réjouissants. Il y a une telle profondeur, une telle beauté que ça mérite le coup, même si c'est en français et même si vous ne pouvez pas accéder au texte original. Avez-vous des questions sur cette première partie? Je vois que c'est déjà 15h30, on fait quasiment une demi-heure. Et les autres après. On verra si on fait un peu Sur de son tour. premier poème, Oui. il utilise les beurrés. C'est utilisé à Grasse, hein? Non. Alors, la langue qu'utilise Jan Bercalor, c'est du vanté, bien sûr, mais il ne s'est pas interdit d'utiliser des mots venant d'autres dialectes éventuellement, comme beurré. Je ne passe sous son contrôle, mais c'est pas connu au Pays de Vannes. Hein. Même du gallois. Même du gallois, même des mots anciens comme Claude, par exemple. Hein. Vous avez ça dans le fameux poème sur l'île de Groix, Mésobanel et Crézarmour. Hein. Anden, Arpaur, Neganden, Eglodo. Et Claude, c'est pas un mot même courant dans les autres dialectes. C'est un mot ancien qui a été réutilisé en breton, je dirais littéraire. Donc il ne s'interdit pas d'utiliser des termes qui viennent d'ailleurs. Il faut savoir qu'il a écrit aussi des poèmes en kelté. Alors, je ne sais pas, tout le monde sait ce que c'est que le kelté. C'est donc l'ensemble de dialectes, cornouailles, trégorléens, qui sont très proches. Puis le vanté est un petit peu plus différent, donc on détache quelquefois. Donc il a aussi écrit des poèmes entièrement en kelté, pas du tout en vanté. Quand il était sous-lieutenant, tous ces hommes étaient cornouaillais. Il le dit dans le recueil. Il dit « Mes hommes sont mesud aso carnevis olca ». Quand il fait la messe, la fameuse messe dans la forêt, hein, j'aurai enfin tous les plaisirs, on distribue des recueils de cantiques, et ce sont des recueils de cantiques de Cornouailles. Et il va chanter, et il parle de ça, il dit « Mesud aso carnevisol, hag congendre renek ganté bende ». Et je leur parle breton tous les jours. Donc l'intercompréhension qui pose tant de problèmes à beaucoup de gens qui disent on ne peut pas se comprendre en breton si on n'est pas du même coin. Je peux vous assurer que c'est complètement faux. Daniel et moi, on est un exemple et je pourrais en citer d'autres. Moi je ne suis pas vanté, quand on se parle on se comprend bien, il n'y a pas de problème. Et à l'époque encore plus, puisque les gens avaient comme la langue bretonne était leur langue maternelle et souvent ils étaient monolingues. Oui, tout à fait. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité de se comprendre avec les gens d'à côté que de parler breton. Donc, voilà, enfin ça c'est une parenthèse, on est loin de la poésie. Donc maintenant, on va passer faire un petit tour dans le Trégor. Angela Duval, Kosvarat. En français, c'est Kosvarat, c'est pas grand-chose, c'est agréable. Le vieux marché. Le vieux marché, merci de te regarder. Kosvarat. Donc né vieux marché, Trawandour, hein, ses parents, enfin son père avait construit de ses mains, il avait enlevé la pierre qui était dans les champs, il avait construit cette maison de ses mains. Petite maison de Trawandour au bord de l'eau, près du Léguer. Et donc, pour ceux qui sont un peu du coin, qui connaissent un peu la région. Et donc cette jeune femme a passé sa vie avec ses parents. Elle aurait pu se marier, elle en parle d'ailleurs dans un poème, puis finalement elle a préféré rester avec ses parents, puis rester près de sa terre, elle ne voulait pas quitter sa terre et puis sa langue aussi. Donc elle est restée, et puis elle s'est retrouvée, d'abord son père est décédé, ensuite sa maman, et puis à un moment, au début des années 50, elle s'est retrouvée toute seule. Et sa sœur. Et elle s'est retrouvée toute seule. Et elle s'est retrouvée toute seule à gérer une petite ferme. Et puis complètement isolée parce que la religion avait évolué. On ne faisait plus la messe en breton. Et pour elle, elle est vraiment dans la mentalité Faiza Brace, pour ceux qui savent ce que c'est la foi et la Bretagne et la langue bretonne sont sœurs, frères rapport Brace, sont frères et sœurs en Bretagne. Elle est vraiment dans cette démarche-là. D'ailleurs, quand elle est plus jeune, elle apprend à lire en breton. Et elle lit, elle est abonnée à Faiza Brace. Encore une autre chose, les Bretons ne lisent pas leur langue. Mais il y avait des tas de revues en langue bretonne, Diunam dans le Pays de Vannes, Faiza Brace dans le Léon, Croix-Arbretournais dans le Trégor. Les gens étaient abonnés et lisaient ça au coin de la cheminée. Ils ne lisaient pas que ça, ils lisaient aussi les revues en langue française. Mais ils lisaient des revues en langue bretonne. C'est souvent des revues religieuses. Oui, mais les sujets n'étaient pas que religieux. Voilà, c'est vrai. Mais il n'y avait pas que ça. Puis les sujets étaient très variés. Il y avait des contes, il y avait des poèmes, il y avait des petits conseils sur l'agriculture. Enfin, vraiment, c'était très varié. Même si, effectivement, l'ambiance générale était quand même assez religieuse. Donc, voilà notre Angela Duval qui arrive elle est née en 1910, qui arrive aux alentours de la cinquantaine à peu près, qui est toute seule, qui est vieille fille, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis qui commence à écrire un peu, pareil, le désespoir, la dépression totale. Et elle commence à écrire pour évacuer un peu ce mal-être. Et elle écrit, et il se trouve que dans la région où elle est, il y a quelques prêtres qui sont des prêtres bretonnants très engagés pour la langue bretonne. Et il y a une revue qui s'appelle Arbet Keltiek,
qui à l'époque est suivi par aussi un grand monsieur de la littérature bretonne qui est Reparsément, qui était à l'époque exilé en Irlande pour des raisons historiques que certains vous connaissent sûrement, la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Donc il avait créé une revue qui était diffusée en Bretagne dans un petit cercle restreint de lettrés. Et donc, elle décide d'envoyer ses poèmes un peu à une dame qu'elle connaît à côté, qui habite pas très loin, qui est abonnée à cette revue, qui travaille pour cette revue. Et cette dame publie ses poèmes. Et là, c'est une révélation. À la fois pour elle, parce qu'elle s'aperçoit que sa langue a une valeur, qu'elle-même a une valeur, que ce qu'elle écrit vaut quelque chose. Et puis, pour le monde littéraire breton, qui découvre qu'une Bretonne de naissance, qui a appris sa langue un petit peu, à écrire sa langue un peu comme elle pouvait, est capable d'écrire des choses magnifiques, dans une langue qui, encore une fois, n'est pas la langue quotidienne qu'elle utilise. Si vous allez sur Internet et vous écoutez des enregistrements d'Angela Duval, à part son breton naturel, qui est le breton Cosvarat, aux environs de Lannion, grosso modo, quoi. Trégor, quoi. Mais quand vous lisez ces textes, sauf 2 ou 3 poèmes qui sont spécifiquement marqués Yes Tréger, langue trégoroise, c'est du breton littéraire. Mais elle a réussi à faire ce que beaucoup d'écrivains bretons ont réussi à faire, et ce que Ernst Barzik a fait aussi, c'est marier sa langue native, la langue qu'elle a appris à la maison, qu'elle pratiquait au quotidien, la marier avec une forme plus littéraire de la langue, et faire une espèce de... Alors, en breton on dit iron, comment on dit en français, une espèce de koiné, un alliage, un mélange de 2 langues, qui est à la fois une belle langue authentique, et aussi une belle langue littéraire. Donc, c'était aussi quelqu'un qui était très militant. C'est carrément, Angela Duval, elle est carrément nationaliste. C'est la Bretagne. Stourmerès. Et elle a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Stoumarand, voire Pep Tachon. Je n'ai pas utilisé celui-là, mais je combats sur tous les terrains. Donc ça va être un peu une passionnariat bretonne. Et cette dame qui n'a jamais pu voyager, qui n'a jamais voulu quitter son petit coin de terroir, le monde entier va venir la voir. Surtout après une émission, une fameuse émission avec André Voisin, Les Conteurs, où là, elle va être connue, et puis là, on va découvrir cette femme. Dans les années 70, on est très retour sur le terroir, avec tout un contexte aussi. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui est authentique, quoi. Ils vont chercher l'authenticité à cette époque, un peu de la même manière qu'on a cherché l'authenticité au XIXe siècle avec le romantisme. On est revenu les contes, les légendes, les chants traditionnels avec l'époque du Barzaz. On a un peu la même démarche dans les années 60-70. Donc, les 2 recueils de poèmes qui vont la faire connaître dans le milieu bretonnant en tout cas, ça va être Trawandour, édité par Aliam, et puis Canandouar, le chant de la terre. Donc ses sujets de prédilection, ça va être sa famille, elle va beaucoup écrire sur son père, sa mère, etc. Les animaux, ses chiens, c'est ses amis, parce qu'elle n'a pas d'autres amis à l'époque. Et puis la nature, les arbres, elle est horrifiée par le remembrement, on détruit tout, ça la rend folle, quoi. Et puis la religion aussi, parce qu'elle est très attachée à sa religion, la Bretagne et la langue bretonne. Voilà. Donc j'ai choisi quelques extraits. Vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Il y en a que j'aime tout particulièrement, où elle explique qu'elle fait des poèmes et que finalement, pour elle, elle n'est pas une poétesse. Negavante plijus. Oberarang verzenau. Ja, oberarang verzenau. Neke ma micher. An oblige kedin be an hanvet bers. Ma micher zo beda visquoise trocha buzuk. A komzran dam loenet vel pa vefen tut. Ma micher a meus kavet a tau plijus. Et vel ma kav plijus ar pesk en dour. Je fais des vers, oui je fais des vers, mais c'est pas mon métier. J'aime pas qu'on m'appelle poète. Mon métier, moi, c'est couper les buzuks, les vers de terre. Oui, un trorard buzuc, c'est le surnom du paysan, du laboureur, du laboureur douard, quoi. Comment on appelle ça en français? À force de jongler entre le français et le breton, des fois je parle en français. Le cultivateur. Ma michère azobeda visquoise trorard buzuc. Mon métier, c'est de travailler la terre. Et je parle à mes animaux comme s'ils étaient des hommes, pas des êtres humains. Mon métier, je l'ai toujours trouvé plaisant, comme le poisson trouve plaisant l'eau. Donc elle est comme un poisson dans l'eau. Et pourtant, elle a une vie effroyable. Hein. Dure, mais vraiment dure. Et elle a continué à travailler la terre avec des chevaux, elle a refusé tout le modernisme. C'était une espèce de bulle d'authenticité où le temps s'était arrêté. Le temps avait commencé à continuer à courir à côté. Et pourtant, à aucun moment,
elle était coupée du monde, parce qu'on lui écrivait du monde entier. D'ailleurs, à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Elle expliquait qu'elle... Mais ça l'a tuée, hein. On peut le dire carrément, quoi. Ça a abrégé sa vie de 10 ans. Parce qu'elle se faisait un point d'honneur, une fois qu'elle avait fini de travailler ses champs, ses animaux, s'en occuper et tout ça, le soir, venait le moment de l'écriture, elle l'a dit d'ailleurs. Hein. Mare ar paper, le moment du papier. Et là, elle répondait aux gens, ou alors elle écrivait ses poèmes. Et ça l'a... Elle ne dormait pas, quoi. Donc ça l'a usé complètement, c'est une vieille dame, hein, mine de rien. Alors après, elle explique qu'elle trouve des choses qu'elle ne plaît pas, qui ne lui plaisent pas. Alors c'est là qu'on voit qu'elle est vraiment très en avance sur beaucoup de choses, l'écologie par exemple, maintenant on dirait que c'est une écolo. Et puis l'amour du pays. Negamanke plejus gwelud mesium obro, ou tistrei das crosta der repud alwenet guis. Negamanke plejus gwelud savadorium obro, ou tremen et d'avoir un estren. Elle a des mots durs des fois. Hein. Et puis d'un dornat paper. Ne gavant tamebet plejus gwelud clusium abro, fram a stern arbro du kelt. Raret didru et disciant, na yawankiz mabro au redei d'acherio, da werzan au ners a franquiz au buet, dar marer au guapa. Ne gavanke plejus gwelut kozidi mabro et mardiou acherio au welan d'offrand golet, na mamou yawank mabro au comliez ar marer de bugalego. Je vais vous le traduire parce que dedans, dans ces quelques vers, il y a tout. Vraiment tout ce qu'est Angela Duval. Il ne me plaît pas de voir les campagnes de mon pays retourner à la sauvagerie, comme on dit en breton de Centre-Bretagne, retourner, ne plus être cultivées, quoi. Et de refuge aux animaux sauvages. Ça ne me plaît pas de voir les habitats de mon pays passer entre les mains de l'étranger pour une poignée de billets. Je ne trouve pas plaisant de voir les haies de mon pays. On est à l'époque du remembrement. On arrête toutes les haies qu'on essaie de reconstruire maintenant. On les a massacrées dans les années 60, hein, avec grand plaisir partout. Qui sont le cadre et le stern. La charpente, hein, l'armature des broyaux celtes, des pays celtes. Ni la jeunesse de mon pays qui part dans les villes pour y vendre sa force et la liberté de sa vie. Elle disait à chaque fois, elle entendait le train qui passait pas loin de chez elle, là. Et à chaque fois qu'elle entendait le train qui passait, elle disait « Ah, encore d'autres qui partent ». Et elle a vu tous les jeunes de son coin qui sont partis, alors qu'elle a resté accrochée à sa terre. Je ne trouve pas plaisant de voir les vieux de mon pays, les personnes âgées, dans les mouroirs des villes, hein, qui pleurent leur peine perdue. Et quand on parle du travail intergénérationnel, hein, trouver du lien entre les anciens et les jeunes, il y a encore du chemin à faire, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ni les jeunes mamans de mon pays, et là elle a des mots durs, parler la langue de l'oppresseur à leurs enfants. Oui. Marère, voilà. Donc elle ressent ça comme une oppression. Le fait que elle en plus, elle avait un sentiment vis-à-vis de, je dirais, les enfants très spécial parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants vu qu'elle n'était pas mariée. Et elle explique qu'elle pleure en voyant une voisine, je crois, qui a accroché des couches ou des petites culottes d'enfants, et elle se met à pleurer. Voilà, parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants. On va passer à autre chose. Avant que moi-même, l'émotion me gagne. Donc voilà, mais dedans vous avez tout, là, vraiment tout. Et puis une autre chose aussi, la langue. La langue bretonne, pour elle, clairement, mais je pense que tout bretonnant pense un peu la même chose. Et je disais, il y a une revue en langue bretonne qui s'appelle Vraiment, qui paraît tous les 2 mois. Et il y a une interview d'une chanteuse bretonne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gwenine, qui est assez connue maintenant sur les scènes bretonnes. Et elle explique que, pour elle, Gwenine a dit, moi tant que la langue bretonne existera, je suis sûr que la Bretagne existera. Le jour où on ne parlera plus breton en Bretagne, ça sera fini pour la Bretagne. Et personnellement, je pense que c'est un peu la même chose. De la même manière que le Québec sera vraiment le Québec tant qu'on y parlera français. Le jour où on y parlera qu'anglais, ce sera le Canada. Voilà. Il y a un lien là-dessus. Et Angela Duval pensait vraiment la même chose, elle était vraiment accrochée à sa langue. Et elle a écrit un poème qui est magnifique, qui s'appelle Narwe Aou, la clé en or. Voilà. Et ce poème, il est très important parce que quand on n'est pas bretonnant, britophone, comme on dit maintenant, on ne la voit pas cette richesse. Et moi, quand je parle avec des gens qui ne sont pas bretonnants, ils me disent bah, c'est quoi, vous parlez toujours la langue bretonne, la littérature, l'histoire de la Bretagne, mais c'est quoi cette richesse? Je dis vous êtes sur une source
comme si vous étiez en train de taper du pied là, puis c'est un peu mouillé, quoi. Il y a un peu d'eau, quoi, mais ça ne vous empêche pas de marcher, mais il y a un peu d'eau là. Et je vous dis, vous creusez 1 mètre et vous avez une source jaillissante. Et vous, là, vous marchez sur une richesse énorme et vous ne la voyez pas. Creusez un peu et vous allez voir la richesse qui est. Et Angers Duval dit la même chose. Mais en vers Rastel, par d'un château, Zabet Krezarhuadao, Zokuen Nedurel à Herian Tanzoriao. Je connais un château construit au milieu des bois et dans son donjon est caché les plus beaux trésors. Gandonalrue Estren, Zoklaske de Digor, Beprès des Chomettes Tren, Red Kao Donalrue Aur, avec une clé étrangère, donc la langue française, et la culture française. On a essayé de l'ouvrir, mais c'est toujours resté fermé. Il faut avoir la clé en or. Taezor Iginarwen, alors oui, le mot Gwen est important avec Angela Duval, il faut en parler. Barza Salenege, Shomokus Daviken, Pekole Donalrue. Trésor, l'esprit, elle utilise le mot Gwen qui en breton veut dire race. Ça lui a été beaucoup reproché. Il faut savoir qu'en breton, le mot Gwen, il n'a pas le même sens que race en français. Il signifie l'espèce. Voilà. Le groupe humain qui constitue les habitants de la Bretagne. Il n'a pas ce sens racial dépressif qu'on a donné à ce mot en français, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est faire avoir une mécompréhension du texte que de le traduire par le mot race de manière brutale. Il faut trouver un autre terme en français ou une autre circonvolution syntaxique pour traduire vraiment ce que veut dire Angela Duval. La poésie, la littérature resteront cachées pour toujours car on a perdu la clé. Quelle tête disponte à terre au de spluget d'Hermour, qu'avait dans la Ruecker d'Igordor un Tinzor. Des Celtes sans peur ont plongé dans la mer, ont trouvé la belle clé et ont ouvert la porte du trésor. Et ça, quand elle parle de ça, elle parle des gens qui, à partir des années 1920, et puis ensuite 1950, 60, 70, se sont levés en disant maintenant, c'est pas possible, quoi. La langue bretonne existe, elle a le droit d'avoir sa place à l'école, elle a le droit d'avoir sa place dans les médias, on a le droit de parler breton, de parler à ses enfants, c'est un droit. C'est pas négociable ça. La langue existe, elle est là. Donc ces gens-là, c'est ceux qui ont réussi à ouvrir la porte. A Gaul d'Inzoriu Breis, au Dispag à Rastel, Gandalrue Auraries, Digordor en Dourel. Et tous les trésors de Bretagne sont maintenant à disposition dans le château, avec, et là elle parle de la langue, la clé d'or de la langue, la porte du donjon est ouverte. Et ouverte à tous ceux qui voudront bien profiter des trésors. Voilà. Donc ça c'est son deuxième thème. Et comme je vois que l'heure passe et que je n'ai peut-être pas arrivé au bout, on s'était vu à peu près 1h30. En comptant les questions, j'ai bien peur qu'on ait des questions. Et alors, Bané Café, on est là ce soir, on fait le fest-close alors. Donc je vais aller vite. Juste un dernier morceau de poème qui n'est pas très connu mais qui est intéressant aussi. Pegen Plijus, quel plaisir. Divisou derrière Zarvreton, parler la langue des Bretons. C'est quelque chose que quand on n'est pas breton, on ne peut pas comprendre. Quand on parle, la langue bretonne, on ne peut pas la parler partout. On ne l'entend pas partout. Donc avoir l'occasion de parler breton pour quelqu'un qui aime cette langue, qui la pratique au quotidien, pour qui c'est la langue maternelle ou la deuxième langue maternelle, c'est un plaisir qui, en ce qui me concerne, va assez loin. Sans rentrer dans les détails. Donc c'est vraiment une vraie jouissance. Et un vrai moment de bonheur quand on peut parler breton avec quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas le faire souvent. On est 200 000 bretonnants à l'heure actuelle. Il y a une étude qui a été faite par l'Agence Bretagne récemment, qui a été publiée, environ 200 000 britophones, dont l'immense majorité sont des personnes qui ont plus de 65, 70 ans. C'est ça le constat actuel. 18 000 élèves qui apprennent le breton dans les écoles, une poignée de milliers de personnes qui l'apprennent dans les cours du soir, les stages Stundi, Roudour, et j'en passe, et Skolen Sao, je ne sais pas chercher personne. Voilà. Alors là, je mettrai une autre casquette pour en parler, mais ce n'est pas le jour. Donc je n'irai pas sur ce terrain-là, mais c'est plus compliqué que ça. Il faut le savoir. Mais bon, c'est vrai que malgré tout, c'est une langue qu'on n'entend pas partout et qui est devenue très minoritaire sur son propre territoire. Voilà. Donc c'est pas toujours évident de rencontrer des gens qui parlaient breton. Et quand on peut le faire, c'est vraiment un vrai plaisir. Et elle en parle.
à bout de gouest d'agons gant pépini d'Iwaben Peptra, et être capable de parler avec tous, de tout. Gant Gariukos à Gariou Neve, avec des mots nouveaux, des mots anciens. On a souvent reproché aux Bretonnants de fabriquer des mots. En oubliant tous les jours qu'en français on va chez l'orthophoniste, qu'on prend le téléphone, qu'on regarde la télévision, et qu'on va chez le kinésithérapeute, et qu'on parle grec quand on fait ça. Et que quand on a une hypoglycémie au bout du marathon, on fait grâce de marathon qui ne peut pas être traduit, c'est pourtant du grec, mais une hypoglycémie, on peut dire en français en disant je manque de sucre. Et pourtant on dira une hypoglycémie. On parle grec. On a fabriqué des mots en français, c'est vrai, on en fabrique aussi en breton. C'est pas un crime. Hein. Seulement il y a des choses nouvelles, il faut leur trouver des mots. À Ol Tarzet de Ziginarwen, encore Arwen, hein, du peuple quoi. À Gayukose Rimiet à Flourette, à Dalret Didal. Ces vieux mots qu'on a comment dire, nettoyés, propres, tout ça, et qu'on a gardés sans rouille. Parce que même les vieux mots, eh bien, ils sont toujours d'actualité. La langue bretonne, c'est pas une langue du 19e siècle, c'est une langue d'aujourd'hui. Et Angela Duval, ce qu'elle écrit, ça a toujours été des poèmes d'aujourd'hui, où elle parle des fois de son passé, mais beaucoup aussi de ce qu'elle vit au quotidien. Et de ce qu'elle souffre au quotidien pour la langue, pour la Bretagne et pour elle-même. L'envoi là pour KEAV, donc le camp des Bretonnants là, de l'été, et j'en ai parlé. J'ai lu un autre de ces textes qui est Isolde Isolde Seconde, une réécriture de l'histoire de Tristan et Isolde, mais vu du côté de Isolde au Blanchemin, donc celle qui malheureusement n'était pas aimée autant que Isolde de la Blonde. Et quand vous lisez ce texte qui est bilingue, moi qui je pense qu'en breton je me débrouille quand même correctement, bien souvent quand j'ai le texte en breton, faut que je regarde en français, mais il veut dire quoi? Il veut dire quoi exactement? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il veut dire. Ce qui ne m'arrive pas avec d'autres auteurs. Clairement. Donc, voilà. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même, c'était un bretonnant de haute classe, hein, pas non plus dire des choses qui ne sont pas vraies. Et ces contes, par contre, sont complètement différents. Quand vous lisez ces contes en langue bretonne, là vous avez une très belle langue. Et quand vous lisez Bisquois Kendall, vous avez du très bon breton aussi. Donc il y a, sur Maralor, il y a quelque chose. Oui, Daniel. Et ces chroniques dans Ouest France, il y avait des chroniques au Ouest France, les années 70, c'était écrit d'air à Paroisse. Était très bien aussi. Était très très bien. Ouais, très bien. Vraiment très très bien. Donc il y a quelque chose sur Maralor, enfin le cheval d'Orgueil, qui est un petit peu spécial. Donc je vais peut-être pas, pour aller plus vite, parce que ça serait trop long, puis je vois qu'on avance déjà, je vais juste vous lire un de ses poèmes. Bon, il faut dire que je suis un petit peu plus poème que littérature. Faut être honnête. Arégos, Aréawang, Mélézour et Zaoudal, le miroir à deux faces. Donc d'un côté les vieux et de l'autre les jeunes. Niso rebelle, rebelle de Zandu d'Agantrao, rebelle de Zonamzer à Ra, rebelle à Bawe Ken Pelzo, Mane Hortozer Ken da Geja Ganden, et vite Kogial de Zonamzer à Relferen Varwas Vintin. Nous on est trop loin des gens et des choses, trop loin du temps qu'il fait, trop loin depuis si longtemps qu'on n'espère plus rencontrer personne pour parler du temps qu'il pourrait faire demain matin. À Balamour de Gojanket et Gizanol, à Wishu Zoken, ne Ramon Gregebit, Drematalve Miorcho Mut, à Leselandud d'Agaou de Hunan, à Guela Fesson, d'Azon et Moti. C'est qu'on ne parle pas comme tout le monde. Quelquefois même, on ne parle pas du tout, parce qu'il vaut mieux se taire et laisser les gens trouver tout seuls la meilleure façon d'entrer chez vous. Donc on voit bien des personnes un peu âgées peut-être qui sont un peu timides et qui ne sont pas prêts à aller vers les gens, vers les autres, par peur, par timidité, pour des tas de raisons, mais qui attendent qu'on vienne les voir. Et ça c'est peut-être aussi Père Jacques Asias, déjà d'un certain âge qui vit cela. Guazazé maneri cerquet d'orbro et couf, or ouverture d'âme, guazazé évité, armor entrez, rayer archéoret à lapousenmour, stéréuant de luzet, arrusio l'enenchau. Là il fait le descriptif de tout ce que les gens qui viennent en Bretagne vous ramenez avec eux, quoi. On est à l'époque années 70, hein, à l'époque où on vole des statues dans les chapelles, hein, où les gens viennent, voilà, ils arrivent, ils vont dans les fermes et puis ils veulent acheter les meubles des gens. Parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire ces vieux flouks là? Ça sort bien mieux chez nous. Voilà, donc on est sur une espèce de pillage organisé de la Bretagne qui ne dit pas son mot, d'une certaine manière. Pas voulu, mais naturel. C'est-à-dire qu'on vient en Bretagne à la campagne, la chapelle est ouverte,
Oh, il y a une belle statue. On va quand même pas leur laisser, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On va la mettre chez nous, ce sera bien mieux. Voilà. On est sur des choses comme ça, années 70-60. Et on n'en parle jamais, on a oublié tout ça. Areyawank, les jeunes, les Oprecht, nous on est parés. Diopker et Pem Mare da Redek Pedigina Chance. C'est au Memestra, évite Ergar Zourien Agroadeles, Aganei et Pegile Ra Reboam. À tout instant disponible pour courir l'aventure ou inventer, c'est la même chose pour les vrais explorateurs de la création, et l'un sans l'autre fait trop mal. Je vais citer juste la fin. Pegemen abueziu eferet da usan den a deat sevel neve flam warandro. Pegemen evit diver cabrei jusqu'alon avretonet. 1000 vlas martésé. Prechter. Combien faudrait-il de vie pour user un homme et le refaire à neuf en même temps? Combien faudrait-il pour effacer de la Bretagne de la conscience des Bretons? Toujours cette obsession malgré tout, hein. Même chez Père Jacques Elias, quoi. La Bretagne, mais vous avez un homme qui s'appelle Morvan de Lebesque, qui a écrit Essai sur la démocratie française. Il dit la Bretagne existera tant qu'à chaque génération, des Bretons se reconnaîtront bretons. Parce que nous, on n'a pas de papier, on n'existe pas, d'une certaine manière. Il le dit, Morvan de Lebesque, je suis français, j'ai ma carte d'identité reconnue français dans mes droits, etc. Il n'y a aucun problème. Mais tant qu'il y aura des gens qui diront à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, moi je suis breton, la Bretagne existera. C'est une espèce de renouvellement de génération complètement naturel, mais qui s'appuie aussi sur une connaissance, comme je disais au début de mon exposé, sur une connaissance aussi de ce qu'est la Bretagne et sa culture. 1000 ans martésé, enfin 1000 ans peut-être, on est prêt. Donc il a écrit aussi des poèmes qui étaient des poèmes un peu engagés. On sent chez Père Jacques Elias une hésitation constante entre j'aime la Bretagne, il est attaché à son terroir, le Pays du Gouda c'est son pays, sa langue, il va la pratiquer toute sa vie. Et en même temps, cette espèce d'hésitation à en faire quelque chose de vraiment, quelque chose de contemporain, et quelque chose qui est quelque chose de sa vie quotidienne, au point d'avoir envie de le transmettre effectivement à ses enfants, ce qui est ma connaissance. Je ne connais pas la vie privée de Père Jacques Elias, il n'a pas fait. S'il n'y a pas de questions, j'ai passé à Xavier Graal. Et je vais passer à Xavier Graal avec une transition très facile, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Cheval couché, qui a été considéré comme une réponse au Cheval d'Orgueil. Et Xavier Graal, dans son genre, était aussi intransigeant et que l'a été Angela Duval et que l'était aussi Père Jacques Elias par certains aspects. On est sur des sujets extrêmement sensibles. Moi, je m'en aperçois quand je parle de ces sujets-là. Très souvent, les réactions sont extrêmement fortes. C'est soit beaucoup d'émotions, soit beaucoup de colère. C'est rarement quelque chose de neutre. On parle breton, on ne parle pas breton. On se sent breton, on ne se sent pas breton. On aime la Bretagne, on n'aime pas la Bretagne. Mais dans tous les cas, c'est rarement quelque chose qui ne finit pas par un moment ou un autre par des échanges vifs. Parce que ça touche aux tripes, hein, malgré tout. C'est l'identité. Donc voilà ce qu'il disait. Il parle de Marhalor et de la langue de Marhalor. Si le jeu ne finissait pas la langue par fatiguer, on se plairait à relever toutes les locutions bizarres, tous les propos décalqués exactement du français, plutôt étranges pour un original en langue bretonne. De plus, j'en connais plus d'un qui se pique à dénombrer les mots et les tournures toutes neuves, les emprunts au Gwalarnec, référence à la revue littéraire, la langue littéraire de Gwalarn, hein, à cette langue littéraire que honnit notre farouche poète du terroir. Et c'est vrai que la langue dans laquelle écrit Père Jacques Elias, c'est une langue littéraire, hein, c'est pas du bigoudin au sens dans le quotidien. Et la manière d'Elias de traduire, une sorte de supercherie permanente, d'hypocrisie logoréique. À chaque langue, ses expressions singulières, ses tours idiomatique. Elias raffole de ses particularités, et loin de les transposer ou de les traduire mot à mot, leur donne en français un petit coup de pouce personnel un peu plus paysan, un peu plus typique. Reléguant le breton au rang d'un idiome folklorique, archaïque, archéologique, pas même désuet car mort-vivant depuis des millénaires. Il y va fort quand même. Il pleut des chats et des chiens et des écureuils, ajouterait Elias, traduisant en français la locution anglaise, hein, correspondant à la nôtre. Il pleut des halbardes. Et voilà ce fluent English devenu un baragouin sauvage. Mais c'est toujours délicat de prendre trop de liberté avec une langue internationale. Quelqu'un vous rappellera toujours alors, tandis qu'un idiome bafoué, nié, combattu, assassiné, années 70, hein, on met en contexte.
il parle d'un inspecteur de l'éducation nationale, donc j'enlèverai la phrase. Quoi qu'il en soit, des dizaines de pages seraient nécessaires pour mentionner toutes les incorrections de l'original, toutes les fantaisies de la traduction, tous les mensonges de l'entreprise pour dénoncer le canular. Ce qu'on reproche à Père Jacques Zélas, c'est d'avoir essayé de faire une espèce de français de terroir, de français populaire, qui donnerait une image de ce qu'est la langue bretonne. Alors que quand on lit son breton, c'est un breton littéraire. Et quand il dit, par exemple, il utilise une forme, souvent c'est on a du de quoi. Il utilise beaucoup dans ses textes en français. J'ai du de quoi. Et en breton, c'est péadra, péadra. Mais c'est pas. Voilà, voilà, pas que d'abéadra. C'est les choses que tu possèdes, dont tu disposes. Et lui, dans sa traduction en français, on donne l'impression que une espèce de bretonisme qui n'est pas un bretonisme, parce qu'en breton, les gens ne disent pas ça. C'est pas un bretonisme vivant. On ne dit pas j'ai du de quoi. Néanmoins, dans sa traduction en français, il a gardé des expressions bretonnes comme Daoulamru, il le traduit par de son rouge, il ne dit pas au galop. Oui, mais ça me fait penser un petit peu à la traduction qui a été faite par Mona Ozouf, dans ses livres récents, où elle avait transposé une expression en disant nous, quand on dit en breton se tenir, enfin s'accrocher à quelque chose, enfin, dire continuer à faire quelque chose, dardantol. Ah, accroche-toi, mec, on dit dardantol, un gars qui est en train de courir, dardantol, pote. Et elle a traduit ça par accroche-toi à la table. Oui, parce qu'elle a mélangé deux mots, tôle. Tôle la table. L'un est masculin, en tôle, et l'autre est masculin, en daol. Et ça, alors, évidemment, ça fait très pittoresque. Hein, le breton s'accroche à sa table, sous-entendu, il est peut-être même carrément alcoolique. Non mais, on peut avoir tout un fantasme syntaxique et lexical derrière. Hein, vous comprenez, sémantique. Donc, c'est un peu ça qu'on peut reprocher aussi à Père Jacques Zélas. Ça n'empêche pas que c'est un très grand auteur de la langue bretonne et de la littérature, et qu'il faut le lire, clairement. Il y a beaucoup à apprendre. Et on a un pivot, une émission de pivot où il est avec ses contradicteurs. Là. Oui. Avec Xavier Kral. Et Jungornik. Oui. Et on lui demande de traduire un mot breton, il fait une erreur. On lui demande de traduire, je crois, combien. Il paraît que et il dit PBS, non, Péguémen à la place de PBS ou P. Enfin, il y a plusieurs mots en breton pour donner l'idée de combien. Oui, mais on fait tous ce genre d'erreur. Parce que quand vous êtes en contexte de langue française, moi ça me suis arrivé, et puis quand vous êtes en train de parler français, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit comment tu dis ça en breton? Oui, mais ça vient pas tout de suite. Bah, des fois, il faut switcher un petit peu, comme on dit. Il faut repasser en breton pour. Quel contexte? Tu veux dire quoi? Quelle phrase? Voilà. Il y a une autre explication, c'est qu'il était chez elle, mais longtemps retardé. Et c'était table ouverte, et ils ont picolé comme des malades. Et quand on a mis 2 heures, ben, ils étaient un peu... Ils étaient un peu chauds chez Et pareil, le vernis était complètement éteint. Alors on va passer à du français, donc j'aurai plus besoin de traduire, et on finira par du breton. Donc, Xavier Graal. Alors moi, je vous avoue, j'ai découvert Xavier Graal il y a très peu de temps, il y a à peu près 3-4 ans. Parce que pendant des années, j'ai étudié beaucoup la littérature de langue bretonne. Et j'ai lu évidemment la littérature de langue française, mais assez peu, je dois dire, les auteurs bretons de langue française. Un petit peu Tristan Corbière, des auteurs comme ça, assez connus, bon, Chateaubriand, mais je voyais que Xavier Graal m'avait pas, bon évidemment le cheval couché, mais je n'avais pas touché à sa poésie. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, j'habitais près de Pont-Aven. Et donc, je faisais une librairie à Pont-Aven, qui est l'ancien endroit où se rassemblaient la pension Guarnic. Et maintenant, c'est une librairie, mais avant, c'était l'endroit où se rassemblaient tous les peintres, etc. Et donc, vous avez à l'étage une salle qui est consacrée plutôt aux livres en littérature, et vous avez énormément d'ouvrages sur Xavier Graal. Et comme j'avais un petit peu de temps, j'ai acheté ces 2 livres. Fête de nuit, La fête de nuit et œuvre poétique qui reprend un certain nombre de poèmes. Et là, franchement, je suis tombé, paf. Et j'ai découvert un auteur, mais à coup de pas, sur le tard, je présente mes excuses à ceux qui l'ont découvert bien avant moi, mais j'ai découvert un auteur breton. Et vraiment breton. Et il est la preuve même qu'on peut ne pas être bretonnant, connaître très peu de choses à la langue bretonne, et pour autant être éminemment breton dans sa personnalité et dans ses écrits. Et je connais beaucoup de bretonnants et d'écrivains bretons, de poètes bretons, qui écrivent des choses magnifiques en breton, mais qui... Enfin, on sent rien, à aucun moment la Bretagne dans leurs écrits. On sent à aucun moment cet attachement
C'est bien aussi, il faut écrire de tout, mais bon. Alors que lui, Xavier Graal, il a écrit qu'en français. Mais qu'est-ce qu'il a écrit des belles choses. C'est un écorché vif, ça. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a écrit des choses aussi provocantes. Lisez La Fête de nuit. La Fête de nuit, ça se lit comment? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, un kidam, qui n'est pas qu'un kidam d'ailleurs, assassine un préfet de la République. Quoi? Oui, quoi? Et oui. J'ai pas commencé par ça, mais c'était un petit peu une manière d'attirer votre attention. J'ai capté mon auditoire. Donc, tout va bien. Donc j'ai voulu là quelques extraits de choses que je trouve quand même, enfin, qui sont pour moi magnifiques. Voilà. Donc écorché vif et malade, hein, bon, enfin, cancer, etc. Mais, encore une fois, une écriture qui est aussi conditionnée par la vie qu'il a vécue, puis l'approche de la mort, quoi. La mort était autour de lui sans arrêt, en même temps un homme qui était accroché à la vie, quoi, par toutes ses tripes. Marée de Ionelles. Parmi les chiens bleus, je partirai sans dire rien dans les marées de Ionelles. Je vais essayer de lire sans pleurer. Je suis désolé, mais il y a des choses qui sont tellement magnifiques que j'ai toujours beaucoup de mal. Donc Daniel, je compte sur toi. Je suis content du sommet. Je laisserai glisser toute chair dans la terre triste de Bodmer. Les larmes lisseront pierre. Je partirai sans maudire rien. Muet, inutile, sans paupières, dans l'inutilité des tourbes. Lasses sont les âmes de trop aimer sans recevoir. Fourbus les pluies de féconder rien. Peuple errant des maudits, crapauds clabaudant aux étangs. Sonne l'éclat de Brénélis. Passion selon l'encou. Les poètes aux enfers descendent fous, les vents sur les collines. Dans les marées de Ionelles, l'archange ne répond pas aux mourants. Crient les landes à minuit. Plaisir mauvais qui me crucifie, c'est fini, je m'en vais aux marées traînant ma plainte et ma légende. Donc là, le Ionelles, je pense que vous savez ce que c'est, où ça se trouve. C'est une des portes de l'enfer, il y en a deux connues, le Ionelles en Argoate, et au large de la pointe du Raz, vous avez aussi Tevnek, hein, le fameux petit phare, qui est une autre porte de l'enfer. Pourquoi on les a mis là? Oui, les portes d'enfer. C'est parce qu'on savait qu'il y a la vanne centrale. Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez... Oui, mais vous faites toucher du doigt quelque chose. Brénélis, Ionelles et Plogoff, Tevnek. Et à savoir qu'il y a un écrivain breton qui... Est-ce que c'est... Gulren Cavalla, reparcement. Non, Synthèse d'Ahu, c'est reparcement. Et Kauter en Ankau, c'est... Andro dans le gueule, c'est pire. Kauter en Ankau, je crois que c'est repartement. Et donc il y a un écrivain éminent de la littérature bretonne qui a écrit un poème où il parle justement du chaudron de l'enfer, du chaudron de l'Ancou, pour parler des centrales nucléaires. C'est pas loin de ça non plus. J'aimerais partir. J'ai trouvé ce poème intéressant parce que, en vérité, et je ne pense pas que Xavier Graal le savait, il reprend un poème qui a été écrit par Loïs Herrieux, qui est aussi un des grands poètes à Bercalor du Pays Vanté, où il parle de « J'aimerais partir ». Vous pensez aussi à la chanson de Jacques Brel, hein, à mon dernier repas. Voilà, bon, on est un petit peu dans ce même esprit-là. J'aimerais partir le jour premier du printemps, dans les doux plis de la mort primevère, quand cinglent vers l'Amérique les oiseaux chanteurs, la gorge pleine de saunes et de musique. Saune, c'est un mot qu'il emploie souvent, qui correspond aux chansons traditionnelles bretonnes, les zones, les saunes et les guers, pour ceux qui connaissent un peu. Car il reviendra le temps des vivants dans la divine enfance des grèves et des îles. J'aimerais partir le jour premier du printemps dans les doux plis de la mort primevère, quand les soleils neufs nient les ossuaires humides. Mains défuntes, emplissez-vous de lumière jonquille. J'aimerais partir le jour premier du printemps dans les doux plis de la mort primevère, sur ma tombe, non pas la sculpture des gémissements, mais le ruissellement des harpes caressantes, non pas l'obsession des glas au bronze triste, mais le triomphe des sonneurs en bretonne parure, et la jubilation verte du hou sur ma croix dressée. Et il continue. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'on est déjà bien avancé, et je vais être obligé, je préfère une croix sur mon ami le Barzik, je vous dirai quand même ce qu'il en est. Ça ressemble beaucoup même à celle de Loïs Herrieux. Très près. Il a vu la version française. C'était bilingue. Oui, il a peut-être vu la version française. C'est vrai que c'est très proche. Hein. D'Argos, Arbequedo, Mégaré et Mervel. C'est sa pensée religieuse par rapport à l'Bercalor.
Alors moi, honnêtement, je connais moins quand même Zaligral que Jan Berkalor. Je pense quelqu'un plus mystique que religieux. Vous avez une chapelle qui est au-dessus de Pont-Aven, donc Malo, si je me rappelle. Il y a comme Christ jaune, il est pris en photo, il y a une très belle photo, il est en noir et blanc, et on le voit au premier banc, il est en train de prier. Et je pense que c'était plutôt quelqu'un qui était mystique, une approche de Dieu un peu ambivalente, parce qu'il avait été élevé dans la religion, il était dans le visio, hein. Il avait travaillé à la Croix, le journal La Croix, etc. Et il avait un éditorial tous les semaines pour la vie catholique. Pour la vie catholique, mais un chrétien ouvert, chrétien socialiste, un peu, je ne sais pas comment me le décrire, mais on est un peu là-dedans. C'était pas un chrétien ancré dans sa religion, il est ouvert sur le monde, c'est un journaliste aussi. Je ne peux pas en parler là, c'est trop long, mais c'était d'abord été aussi beaucoup un journaliste. Donc, et un amoureux de la Bretagne. Donc on va finir par Ernest Barzik. Alors, ça fera l'occasion sûrement d'une autre intervention parce qu'on sera trop long. Mais simplement l'exemple même d'écrivain, pareil, comme Angela Duval, originaire du peuple. C'était quelqu'un qui était né du côté de Kawenek, c'est du côté de l'Allemand, tu sais quoi là, en Trégor. Après, il a beaucoup travaillé sur Mur de Bretagne. Il a beaucoup écrit en français sur l'histoire du Mur de Bretagne, d'ailleurs. Et il a écrit donc un recueil de nouvelles magnifiques, et dont une, dont je vous parlais au début, ça raconte l'histoire d'un jeune prisonnier français pendant la guerre, qui va dans une ferme, comme beaucoup de prisonniers pendant la guerre, travaille dans les fermes en Allemagne, et puis dans cette ferme, il n'y a pas d'homme. Il y a le grand-père qui a fait 14, la mère, et puis il y a une jeune fille qui a 12 ans. Et c'est un couple qui n'a pas d'enfant mâle, donc la guerre les touche relativement peu, parce qu'ils n'ont pas l'inquiétude d'avoir un fils sur le front de l'Est ou ailleurs. Et cette jeune fille qui a 12 ans, quand ce jeune prisonnier qui en a 20 arrive, ils s'aperçoivent que lui c'est un instituteur. Donc ils s'aperçoivent qu'il est instituteur. Donc comme cette jeune fille ne peut pas toujours aller à l'école à cause des bombardements, il finit par lui faire la classe à la maison. Elle a 12 ans au début, donc c'est pas gênant. Sauf que les années passent, 41, 42, 43, arrive 44, la jeune fille a 4 ans de plus, elle a 16 ans, elle est sublime. Et lui, il n'en a que 24. Et comme... elle n'aurait plus à Yann Moix. Voilà. C'est une autre histoire. Et comme il dit dans une expression que je trouve magnifique, Arvambos, a ouillé, penos de Wakemad, tostad, arplouz de Zantan. La grand-mère, parce que la grand-mère est toujours en train de se dit, la grand-mère savait bien que c'était pas très bon de mettre la paille près du feu. Donc, à l'évidence, ils sont amoureux, quoi. Et il doit retourner en France à la Libération, et il raconte son histoire autour d'un verre à son copain Ernest Barzik. C'est très très émouvant. Et une autre qui est très jolie, c'est le Negeleg Arguiver. C'est le Noël du petit, de l'écureuil, à Chasquet, comme on dit ici. Et donc, c'est l'histoire d'un petit écureuil qui est devenu son ami. Et puis finalement, il se trouve à devenir l'ami un petit peu de tous les enfants dans la maison. Puis le jour de Noël, il se retrouve à faire sa petite réserve de noisettes dans la crèche. Et puis à se coucher à la place du baby de Jésus. Donc c'est très très mignon, il y a beaucoup de petites histoires comme ça. Si vous êtes breton, je vous invite à le découvrir. Il n'a pas été traduit en langue française, mais si vous êtes breton, je vous invite à... Il doit être, je pense, ici, dans le fond de la bibliothèque, de la médiathèque. Je tue. Et plutôt, Ashwena Baden, paquet d'enfants, la